Plongeons directement au cœur d'une période de la vie qu'on croit tous parfaitement connaître, l'enfance. Mais à travers cette exploration du livre 3e de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, on va très vite se rendre compte que nos idées reçues méritent d'être sérieusement bousculées. C'est parti pour décrypter ensemble comment cette œuvre littéraire et philosophique repense totalement notre vision de l'éducation. Alors, on commence avec une question qui pose les bases et qui semble, à première vue, complètement contre-intuitive. Pourquoi l'enfant serait-il un être très fort ? Traditionnellement, on perçoit l'enfance, surtout jusqu'à la préadolescence, comme une longue phase de faiblesse et de dépendance absolue. Eh bien, Rousseau prend cette idée et la retourne complètement. Autour de l'âge de 12 ou 13 ans, l'enfant ne serait pas du tout vulnérable. Au contraire, ce serait la période de son plus grand pouvoir. Mathématiquement et psychologiquement, comment est-ce que ça fonctionne ? On va regarder ça de plus près. Pour ancrer cette analyse, on s'appuie sur une source historique bien précise, l'édition de 1885 de l'Émile, avec les fameuses annotations de M. Labbé. Ce qui est absolument génial avec ce document, c'est qu'il permet de rester totalement objectif. D'un côté, on explore les idées radicales de Rousseau, et de l'autre, grâce aux notes de bas de page, on découvre toutes les critiques et les frictions intellectuelles de ses successeurs. C'est un peu comme avoir le texte original et son procès en temps réel. Ce qui nous amène à un concept central, une idée vraiment brillante, la force relative. Rousseau explique que la faiblesse humaine vient tout simplement du décalage entre nos forces et nos désirs. Quand on est adulte, nos passions exigent énormément d'énergie, bien plus que ce que notre nature nous offre. Mais pour un enfant de 12 ans, c'est l'inverse. Ses désirs sont super limités, il se fiche pas mal du regard des autres, et ses grandes passions ne sont pas encore éveillées. Le résultat, il se retrouve avec un excédent d'énergie. Ses capacités dépassent largement ses besoins du moment, ce qui en fait, proportionnellement parlant, l'être le plus fort de toute son existence. Le truc, c'est que cette fenêtre d'énergie est extrêmement courte. Alors, comment capitaliser dessus ? C'est simple, l'utilité devient la boussole absolue de l'apprentissage. Comme notre cerveau a des limites et qu'on ne peut littéralement pas tout savoir, il faut faire un tri impitoyable. On met de côté les faits abstraits et les théories qui flottent dans l'air pour se concentrer à 100% sur ce qui contribue concrètement et pratiquement au bien-être de l'enfant. Ce qui nous mène à cette petite interrogation, toute simple mais redoutablement efficace. À quoi cela est-il bon ? C'est l'outil socratique ultime à glisser dans la tête d'un élève. Plutôt que de lui bourrer le crâne avec des nomenclatures interminables, on lui apprend à passer chaque nouvelle information au crible. Avant de mémoriser quoi que ce soit, il doit pouvoir se répondre à lui-même « à quoi ça me sert, là, maintenant ?» C'est un filtre anti-savoir inutile absolument parfait et un moteur incroyable pour forger l'esprit critique. Et c'est là que la différence d'approche devient frappante. L'auteur met en opposition totale deux mondes. D'un côté, l'apprentissage théorique en classe, avec ses globes en carton, ses cartes, ses symboles, bref, l'abstrait. Et de l'autre, l'apprentissage viscéral sur le terrain, face à la nature. L'idée forte de Rousseau, c'est que l'enfant qui lit une carte, en fait, il n'apprend pas la science, il mémorise juste des mots. Le véritable objectif, c'est de mettre l'enfant dans une situation où c'est lui qui invente la science. Pour rendre ça super concret, prenons la fameuse anecdote de la forêt de Montmorency. L'éducateur et l'élève se baladent et se perdent en pleine forêt. Bon, l'adulte fait exprès évidemment. Les heures tournent, la chaleur monte d'un cran et surtout, la faim s'installe sérieusement. Et c'est uniquement à cet instant, poussé par une véritable nécessité, que l'enfant repense à la position du soleil observée la veille et déduit par lui-même la direction du village. La faim et l'observation de survie se révèlent être des professeurs d'astronomie 100 fois plus efficaces qu'un long discours sur un tableau noir. Il y a un autre exemple vraiment fascinant dans le texte d'origine, l'histoire du bâton à moitié plongé dans l'eau. Avec l'illusion d'optique, le bâton a l'air complètement tordu. Le réflexe naturel de l'adulte, c'est de dégainer son explication scientifique sur la réfraction de la lumière. Eh bien, Rousseau dit « surtout pas ». Résistons à cette envie de tout résoudre. On laisse l'enfant observer, tourner autour, se questionner et finalement plonger la main pour toucher le bois et réaliser qu'il est parfaitement droit. Le but n'est pas de lui donner une leçon de physique prémâchée, mais de lui apprendre la méthode pour corriger lui-même les illusions de ses sens par l'expérience. Alors, avec ce rejet presque viscéral des livres qui se mettent entre l'enfant et la réalité, on pourrait croire qu'il bannit toute forme de littérature. Et pourtant, il fait une exception monumentale pour un seul ouvrage, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. C'est le livre ultime, et on comprend assez vite pourquoi. Ce récit de survie isolé sur une île déserte, c'est le miroir parfait pour un enfant en train de construire son autonomie. C'est l'incarnation même de la nécessité et de la découverte de l'ingéniosité humaine. Tout ce système culmine dans cette formule géniale, travailler en paysan et penser en philosophe. L'objectif est de pulvériser cette frontière artificielle entre le travail manuel et le travail intellectuel. L'élève doit apprendre un vrai métier manuel et concret, comme la menuiserie. Pourquoi ? Pour être totalement inébranlable face aux coups durs. Si la richesse s'évapore du jour au lendemain, l'indépendance d'esprit et la capacité à utiliser ses mains, elles, ne disparaissent pas. C'est le mariage parfait entre la robustesse de l'artisan et la clarté du penseur.
Passons maintenant à la section sur le procédé critique, pour naviguer un peu au cœur des frictions soulevées par les annotateurs. En examinant ces notes de bas de page avec un œil neutre, on découvre des contre-arguments passionnants. Une des critiques majeures porte sur cet isolement prolongé. Rousseau veut à tout prix retarder l'enseignement de l'histoire et des dynamiques sociales jusqu'à 15 ans pour protéger l'esprit des préjugés. Mais les critiques historiques s'insurgent et affirment que grandir dans une telle bulle laisse le futur adulte complètement démuni face aux réalités complexes de la société. Pour eux, l'ignorance du passé humain n'est pas une page blanche protectrice, c'est une immense lacune qui cause autant de ravages que l'erreur elle-même. Une autre attaque très franche vient de M. Compaillère, qui s'en prend à la structure même de la méthode. Il reproche à l'auteur une vision trop chirurgicale, l'idée de diviser la croissance en tranches nettes, d'abord la nécessité pure, puis l'utilité stricte de 12 à 15 ans en bloquant la morale ou les sentiments pour plus tard. Pour Compaillère, c'est une construction pédagogique totalement artificielle et bancale. Dans la vraie vie, l'être humain ne se développe pas dans des compartiments fermés. Tout s'entremêle en permanence. Et puis, il y a cette ironie mordante que les annotateurs adorent souligner. L'éducation de Rousseau, vendue comme 100% naturelle, est en réalité une succession vertigineuse de mises en scène. Que ce soit une fausse dispute organisée avec le jardinier Robert pour enseigner la propriété, ou un charlatan avec un canard magnétique truqué à la foire pour faire de la physique, l'adulte manipule toutes les situations dans l'ombre. Le paradoxe est énorme. Pour que le système soit dit naturel, l'enfant doit évoluer dans un théâtre d'illusions lourdement orchestré de A à Z. Abordons maintenant le pont pédagogique pour voir les applications modernes de toutes ces réflexions. Malgré le poids de ces frictions historiques, les concepts de base restent une mine d'or pour la pédagogie d'aujourd'hui. Adapter la notion de force relative au quotidien, ça demande surtout de l'humilité de la part de l'adulte. Concrètement, c'est encourager la résolution de problèmes en extérieur, initier à l'utilisation de vrais outils manuels au lieu de jouets préfabriqués, et surtout, faire de l'environnement le premier professeur. On sécurise le terrain, certes, mais on laisse l'enfant se frotter aux lois de la physique sans vouloir tout théoriser à sa place. Et face à ces rafales de pourquoi que connaissent tous ceux qui côtoient les jeunes, la posture suggérée est géniale. Arrêtons d'agir comme des moteurs de recherche ambulants. L'application moderne de la méthode socratique, c'est de répondre « je ne sais pas ». Comment on pourrait le découvrir ensemble? C'est transformer une simple question en enquête. Et un autre point hyper moderne, l'abandon de la rivalité. Les progrès d'un individu ne devraient être mesurés qu'en comparaison avec son propre passé, histoire d'éliminer définitivement le poison de la compétition toxique. En fin de compte, toute cette exploration nous montre avec force que l'apprentissage ne sera jamais le remplissage passif d'un récipient avec des faits abstraits. Au contraire, c'est l'accompagnement dans une aventure épique. Une quête où l'individu repousse les limites de son monde, trébuche, recommence et prend peu à peu la pleine mesure de la puissance incroyable de ses propres capacités. Alors qu'on boucle ce voyage dans la pensée éducative, une interrogation résonne plus que jamais. Dans notre époque saturée d'écrans, d'informations prémâchées et de réponses immédiates, comment trouver le courage de faire ce pas en arrière? Comment oser retenir notre instinct de tout expliquer pour enfin laisser à la nouvelle génération le frisson inégalable de la découverte par soi-même? C'est le défi passionnant qui s'offre à nous tous aujourd'hui.